Un moment ordinaire de la vie sauvage. Les Français passent leur vie sur Internet. Tous soumis à la même loi. Manger et être mangé. Quel mystérieux instinct pousse certains oiseaux à se regrouper ainsi en troupes immenses avant d'entamer leur migration? Si on vous dit qu'il s'agit du plus célèbre réseau social au monde, ce n'est peut-être pas très clair. La peur de se perdre en route? Le besoin de se défendre contre les prédateurs? Ce ne doit pas être une révolution qui se subisse, mais une évolution qui se prépare. Chez les moitrieuses, la vie en commun représente la meilleure des protections pour l'avenir de l'espèce. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit, c'est absolument central qu'on laisse la possibilité à ces internautes qui ont envie d'agir de manière masquée, s'ils le veulent, d'agir de manière masquée. Je vois pas en quoi on aurait une autorité quelconque, ni morale, ni politique, ni intellectuelle, ni journalistique, ni quelle qu'elle soit, pour dire à des gens « Ah là là, moi j'ai besoin de savoir où tu habites, comment tu t'appelles, quel est ton métier, quelle est la couleur de tes chaussettes. » On s'en fout. On discute avec des gens, ils existent ou ils n'existent pas, et c'est ça l'Internet depuis le départ, et je ne vois pas quelle règle mériterait qu'on modifie ça. Extrait de l'émission Du grain à moudre. Vous écoutez Double Vie, une série documentaire sur ce que l'on dit de nous sur les réseaux et sur ce que l'on préfère cacher. Régulièrement, le débat refait surface. Pour ou contre l'anonymat sur Internet? Est-ce que lever l'anonymat nous protégerait des haters, des gens qui profitent d'être planqués pour cracher leur colère? Peut-être, mais l'anonymat permet aussi de dire ce que d'autres aimeraient taire, de s'exprimer sans honte, sans phare, avec un peu moins peur des menaces. Il y a des internautes qui sont sous pseudo parce que retirer leur masque est dangereux et qu'il vaut mieux pour eux rester dans l'ombre. Double Vie, une série d'Élodie Font et Charlène Nouyoux, produite par Lina. Épisode 4, Camouflage. Caractère T6Y NW J. France cherche à retrouver son ancienne adresse mail, l'adresse mail d'Emma Street, son double sur les réseaux sociaux de 2010 à 2016. Un double pour vivre sur Facebook pleinement son homosexualité, pouvoir boire de la bière et être tagué dans la foulée, avoir des rencontres éphémères, vivre une nouvelle adolescence. Damien, justement, sur Twitter, demande si toutes les chenilles deviennent des papillons ou certaines seulement. Toutes les chenilles deviennent des papillons. Tous les papillons ont une métamorphose. Sauf accident de parcours, évidemment. Sauf accident de parcours. Ouais, non. Et donc cette nuit, en pensant à ta venue, je me suis dit, mais qu'est devenu ce compte Hotmail ? Sur lequel je recevais les photos de soirée, je recevais les... C'est le compte qui était lié à mon compte Facebook, en fait. J'avais créé Emma Street, en fait, parce que ma copine m'avait... qui était ma première copine, en fait, parce qu'avant je sortais avec des garçons, m'avait quittée, soudainement. Et j'étais totalement en désarroi. Et je me disais, comment est-ce que je vais faire ? Je connaissais pas trop, j'avais pas trop d'amis homo et pas trop d'amis forcément pour sortir dans le milieu. Je me disais, mais comment est-ce que je vais faire pour rencontrer des nouvelles filles, tout simplement. Donc je me suis dit, je vais créer ce profil. Et comme ça, avec ça, déjà, je vais être au courant des soirées. Avant, j'avais un profil réel, on va dire, normal. Mais sur lequel, comme j'avais mon frère, mes cousins, mes collègues ou profs, enfin pas profs, mais ou maîtres de stage ou autres, je pouvais pas du tout, j'assumais pas du tout en tout cas, de liker des pages à consonance homo ou alors à thématique homo. Pour moi, j'étais apte à dire que j'étais homo, mais un peu une homo différente. Donc, j'avais aucun problème avec ça, à partir du moment où, bien entendu, je ne frayais pas du tout avec le milieu homosexuel. Il fallait vraiment qu'il y ait une vraie scission. Donc, de mélanger les deux, alors là, c'est vraiment, je devenais une vraie homo, et alors là, c'était pas possible. Et je pense que, au-delà des autres, où j'avais l'impression que ça allait les déranger, je pense surtout que c'est moi qui ai eu énormément de mal à accepter et à assumer le fait d'être homo, que ça voulait pas dire que j'étais quelqu'un d'autre, que je déconstruise moi-même ces clichés-là. Je pense que j'ai mis, une dizaine d'années dans le milieu et en moi-même à l'accepter, à le réaliser. Donc j'étais obligée d'avoir un autre profil. Et comme j'avais très peur que mes potes de soirée homo prennent des photos et me taguent avec mon vrai nom, et du coup qui serait ressorti sur mon vrai profil, j'étais obligée de supprimer mon vrai profil. Donc en fait, je suis partie de Facebook et mes amis
de ma vraie vie me disaient « Mais c'est bizarre, pourquoi est-ce que tu as décidé de partir de Facebook ?» Et comme j'étais obligée de dire quelque chose, je disais « Non, mais vraiment Facebook, c'est trop nul, c'est complètement ridicule de passer sa vie à regarder des photos d'autres, des gens qu'on connaît même pas, ça n'a pas de sens. » Alors qu'en fait, je passais ma vie sur mon Facebook avec mon nouveau profil à chatter avec des nouveaux amis ou à regarder des photos de soirées où j'avais été ou autre. En fait, je faisais exactement pareil, mais dans ce monde un peu parallèle, quoi. C'était tellement intégré en nous que c'était impossible de mélanger tous les mondes, que on avait l'impression que les seules filles qui arrivaient à mélanger leur monde, c'était des filles qui étaient DJ ou des filles qui étaient serveuses dans des bars de nuit, quoi. On avait l'impression que c'était impossible, ou alors les filles qui le faisaient, vraiment, on les regardait totalement avec admiration, en se disant genre waouh, elles sont trop cool. Quand tu étais en soirée, est-ce que tu t'appelais France? Est-ce que tu t'appelais Emma? Jusqu'où t'as poussé le dédoublement, entre guillemets, de l'identité? Ça, c'était vraiment le summum, qui était très drôle d'ailleurs, où en soirée, une amie me présente une autre amie. Elle dit bah, tiens, Julie, je te présente France. Et cette Julie que j'avais dans mes contacts Facebook, parce que par amis, d'amis, tout ça, on était devenus amis Facebook et du coup, on se likait l'une l'autre, donc on se connaissait, mais elle connaissait Emma Street. Et cette Julie, un peu froide, dit ah oui, non, bah, je te connais pas. Et donc l'ami en commun dit mais si, enfin, tu la connais, bien sûr que si. Vous êtes amis sur Facebook, c'est Emma Street, tu vois bien sur les photos. Et donc cette Julie, où tout à coup son visage s'éclaire, et dit oh, c'est pas vrai, c'est toi Emma Street? Ah mais c'est génial, je suis tellement contente de te voir. Et c'est là où vraiment Emma Street, pour le coup, était réelle, quoi, était en 3D. C'était complètement hallucinant comme moment. Voilà, comme c'était vraiment une vitrine sur laquelle je pouvais être... Alors non pas totalement moi-même, parce que pour le coup, par contre, il y avait peut-être une partie de France que je devais un peu masquer sur ce profil-là aussi, parce que s'il y avait une partie de moi un petit peu plus classique ou autre, voilà, à l'inverse, je n'osais pas trop la montrer non plus sur Emma Street. Donc c'était vraiment comme un dédoublement de la personnalité, en fait. C'est ça qui est amusant, c'est qu'on a l'impression d'être soi-même et de très bien maîtriser la chose, sauf qu'en fait, au final, je m'étais quand même un peu laissée aller, à mon avis, dans ce double jeu. C'est marrant parce que je faisais tout ça pour un peu être cachée et être dans l'ombre. Et au final, c'était limite ce profil qui prenait le devant. On était intéressés de connaître Emma Street, qui faisait visiblement beaucoup plus rêver que qui j'étais. Et c'est marrant parce qu'il y a plein de choses qui me reviennent, en fait. Parce que ce qui est marrant, c'est que je pense qu'avant que tu m'appelles pour ce sujet, j'avais dû mettre un couvercle sur tout ça. Genre, c'est bon, j'ai fini Emma Street, c'est ma vie derrière. Alors que, étonnamment, il y a plein de choses qui remontent et qui reviennent, dont j'ai pas conscience. J'avais une vie, j'ai une vie plutôt, on va dire... pas artistique, avec un boulot qui n'est pas dans le domaine artistique. Mais j'ai toujours eu ce penchant-là de faire différents arts, d'avoir des amis qui travaillent dans ce milieu-là et autres, avec un peu un fantasme d'aller vers ce milieu-là. Et ce qui est marrant, c'est qu'avec Emma Street aussi, je pense que ça m'a aidée pour ça aussi. Avec Emma Street, je pouvais par exemple rentrer en contact, vu que j'avais cette autre personnalité qui était plus sympa que la personnalité de France, qui était très sérieuse, plus classique. Je pouvais rentrer en contact. Je me souviens avec des filles qui dessinaient, des filles qui prenaient avec des photographes, pas des fins de drague. En plus, c'était vraiment à des fins de ça m'intéresse ce que tu fais. Ce qui est marrant, c'est que Emma Street m'a aussi vachement aidée pour ça, je pense. Ou en tout cas, j'étais bien à cette période-là, parce qu'il y avait ce côté de moi qui vivait. Et quand j'ai fermé le profil Emma Street, j'ai commencé une petite activité de production de cinéma à côté. Et ça correspond exactement au même moment. En fait, je me suis dit, c'est complètement absurde, cette vie fantasmée d'autres choses, cette vie cachée d'autres choses, où autant maintenant être totalement alignée avec ce que je ressens et qui je suis. Et pour autant, on te voyait en photo. Et ça, c'est rigolo parce que il y a plein de gens qui sont comme ça, qui ne mettent pas leur vrai nom, mais qui mettent leur vraie photo et que l'on peut trouver dans les arcanes du web. Et là, en l'occurrence, c'était pas ton vrai nom, mais c'était quand même tes vraies photos avec toi, toi qu'on voyait sur plein de photos Facebook, même si tu les retrouves plus aujourd'hui. Ouais. Mais t'as donné à Facebook quand même plein d'images de toi en soirée. Ouais, mais après pas plein quand même, mais je limitais un peu. Non, mais c'était aussi hyper important justement, et d'ailleurs ça m'a mis très longtemps avant, je pense, d'être taguée Emma Street. Je pense que c'est venu que vers le tard, pour dire vrai. Ça m'a mis très très longtemps ça, à pouvoir assumer d'avoir justement mon vrai visage associé à ce compte, ça c'est sûr. Mais en revanche, là encore, et c'est pour ça que je m'en souviens encore, alors que pour le coup, c'était peut-être il y a 8 ans, je sais pas, je me souviens très bien de la photo qui avait été taguée, où j'étais si contente,
de me dire, allez, c'est bon, j'assume. Bon, alors j'assume pas d'être taguée France, mais j'assume d'être taguée Emma Street avec ma tête de France. Tu vois, cette espèce de mélange. Au moins, ça prenait, voilà, à un moment quand même, ça pour les femmes, on pouvait mettre une image, voilà, un visage sur son nom, et puis... Mais c'était très, très, très important. Ouais, je pense d'ailleurs que ça devait être ça, le début vraiment du moment où j'ai assumé, quand même, mon homosexualité, et de me projeter complètement de ce monde-là, et de me dire que je voulais avoir un enfant, et que c'était possible, tout ça. Je pense que c'était un peu au même moment, en fait. Ce moment où je me dis, bon allez, je m'en fous de ce que les autres pensent, on fait rien de mal, c'est pas grave. En 2016, France, jeune maman, décide de supprimer ce profil caché, de réunir toutes les parties de sa personnalité. Elle a supprimé Emma Street, et ce qu'elle retient, c'est aussi qu'elle a perdu de nombreux contacts Facebook qui ne la connaissaient pas sous son vrai nom. L'émergence des couleurs, le camouflage, ces couleurs extraordinaires qui surgissent sur le corps de ces céphalopodes. Darwin disait qu'il y a énormément de langage, de la danse des abeilles aux gestes, aux odeurs, aux couleurs. On est habitué à beaucoup de formes de langage et de modes de communication, peut-être pas tellement à des modes de communication qui sont fondés sur des changements de couleurs extrêmement rapides. Et c'est ça qui est surprenant, qui a une dimension émouvante et artistique. Frédéric Bredouille a ouvert un blog en 2007, puis un compte Twitter il y a 10 ans. Un compte pour dénoncer, avec ironie, les aspects ridicules de son quotidien professionnel dans des entreprises du CAC 40. Là-bas, tout là-haut, dans les open space des Tours de la Défense, à Paris. Frédéric, est-ce que pour vous c'est une forme de militantisme, ce compte Twitter ? Cette forme de militantisme, je pense qu'elle n'est pas par le canal classique d'un parti, d'une structure, d'une asso, mais je pense qu'elle sert à quelque chose, c'est discret, c'est petit, mais ça sert. Parce que je me suis rendu compte que tous ces gens qui suivent mon Twitter, qui suivent mon blog, j'ai eu des mails, j'ai des gens qui m'écrivent, j'ai des messages, et je m'aperçois que ça sert à quelque chose. Ça sert à faire un petit réseau de gens qui pensent pareil. Voilà, on est des taupes. On est des taupes. C'est ça, hein ? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir un peu une double identité ? Ah totalement, oui. C'est totalement schizo, oui, bien sûr. Une journée, je vais balancer 3 tweets des 3 conneries que j'ai entendues dans la journée. Donc je suis là, voilà, ça montre que j'ai beaucoup de détachement par rapport à ce que j'entends, quoi. Quand on vit comme ça en étant très détaché, avec beaucoup de recul, c'est pas très confort quoi dans la vie. Hein. Vaut mieux croire à ce qu'on fait. Et du coup, les gens disent souvent, sors de ce truc, quoi, sors-en. Après, voilà, sors-en pour aller faire quoi, je sais pas. C'est toute la question. Et c'est la question de tous ceux qui font la même chose que moi là. Et est-ce que ça a été un exutoire ? Est-ce que les réseaux sociaux, ça vous a permis de ne pas devenir folle ? Oui, ça soulage. Hein. Oui, c'est schizo, mais ça soulage. Ce qui est difficile, c'est d'être dans un environnement professionnel où on ne peut pas dire « mais t'entends la connerie que t'as dit ?» là. Je prends un exemple. Il y a un tweet que j'avais fait, il y a une collègue où j'avais employé le mot « classe sociale », elle a tiqué, puis elle m'a dit « on ne dit pas classe sociale, on dit parcours de vie ». Donc là, j'ai 2 solutions. Soit je rentre dans l'art en disant « mais tu te fous de ma gueule ou quoi, on ne dit pas parcours de vie, connasse ». Soit je fais un tweet. Mon tweet a eu beaucoup de succès et ça me soulage et j'ai évité de lui rentrer dans l'art. Donc oui, ça soulage. Et après, autour de moi, dans mon milieu professionnel, je ne peux pas rentrer dans l'art des gens. Donc il y a un côté violence renfermé, quoi. Et moi, mon univers professionnel, il se double de mon univers social dans la mesure où, comme j'ai des gros diplômes, j'ai fait des écoles, machin, les gens que j'ai connus, les amis autour de moi, c'est pareil, il y a plein de choses que je ne peux pas dire non plus, qui ne sont pas acceptables dans mon environnement social. Il n'y a pas grand monde avec qui je peux m'exprimer librement. Et d'ailleurs, souvent, c'est des gens que j'ai connus sur Twitter, qui pensent vraiment comme moi. On dit toujours Internet, c'est dégueulasse, les gens se lâchent. Oui, mais justement, il y a certains aspects dégueulasses avec des gens qui se lâchent et qui tiennent des propos inacceptables, mais il y a aussi, moi j'ai besoin de me lâcher, parce que c'est le seul endroit où je vais pouvoir rencontrer des gens comme moi. C'est vraiment, la grande muette, c'est vraiment l'entreprise.
Et ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise, on peut voir, je sais pas moi, on peut voir le témoignage d'un gendarme, d'un pompier dans un documentaire, quoi, ou une émission de télé, d'accord ? Et alors que l'entreprise, personne ne parle, il y a une vraie omerta, quoi. C'est un milieu, c'est un milieu très secret et violent, dans la mesure où personne n'a le droit de parler, sinon tu perds ton boulot, quoi. Je pense que la violence verbale ou la moquerie des tweets, ça peut être agressif, mais ça n'est qu'à l'aune de la violence reçue, je trouve. Donc moi, je fais la seule chose qu'on peut faire sans se prendre un procès. Sinon, si je le fais sous mon vrai nom et je raconte tout ce que j'ai vu, entendu, je risque de me prendre un bon gros procès, quoi. Et d'avoir des ennuis, voilà. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que mon nom, mon vrai prénom et mon vrai nom de famille, ils appartiennent à l'entreprise, dans la mesure où ils sont affichés sur LinkedIn, accrochés à une entreprise, d'accord ? Donc en fait, ça ne m'appartient pas, cette identité-là. Je ne peux pas faire ce que je veux avec. Et donc les gens, souvent, ce qu'ils font, ils créent un compte Twitter et ils disent mes propos n'engagent que moi. Mais ça, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Tout ce que je pense, je peux certainement pas le dire sous mon vrai nom et mon vrai prénom. Impossible. Donc ma vraie identité, j'estime qu'elle est vendue dans le salariat, elle est vendue à l'entreprise et je dois me tenir correctement. La seule qui est vraiment à moi où je peux causer librement, c'est la fausse, c'est le pseudo. C'est pour ça que tous ces trucs macroniens sur les pseudos, ça devrait être interdit, c'est une honte, c'est que des trolls et des racistes et des nazis ou je sais quoi. Ben, moi non, je suis pas nazie, je suis pas antisémite, je suis rien du tout, mais j'ai besoin de cette fausse identité parce que pour moi, les plus totalitaires, c'est l'entreprise. Et c'est l'entreprise qui m'empêche totalement de dire ce que je pense. Dans un autre univers professionnel, allons rencontrer Louise May. Louise May est autrice de romans, de pièces de théâtre et en parallèle, elle a un boulot dans une entreprise assez classique. Dans la vie, comme sur les réseaux, elle a assez compartimenté son quotidien pour que ses collègues ne se doutent pas qu'elle écrit des thrillers pour ados. Sur les réseaux, elle a 4 identités. Alors la métamorphose, c'est une variation de forme, un changement de forme qui se produit dans le cours de la vie d'un animal. C'est aussi, y compris le fonctionnement physiologique, le comportement, le mode de vie qui va changer. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie d'avoir plusieurs identités comme ça ? Pour moi, ça relève vraiment du confort et vraiment du consentement. C'est-à-dire que moi, je risque rien. Je vais pas me faire virer, au contraire. C'est juste que j'ai pas envie. J'ai pas envie de donner des choses que je ne voudrais pas donner à des gens auxquels j'ai pas envie de les donner. Je préfère segmenter. Nécessairement, tu dis beaucoup de toi quand t'écris. Même si t'es pas en train de raconter toi, si c'est pas ton nom, si c'est pas les noms de tes amis, les noms de ta famille, et que tu transformes tous les éléments, ou que t'attends 3 ans pour parler d'un truc qui te tient vraiment à cœur et qui t'a vraiment bouleversé, mais tu t'es dit si t'en parlais sur le moment, tout le monde allait savoir qui t'étais. Quelle que soit la manière dont tu gères ça, ça dit énormément de toi, énormément de ton imaginaire, énormément de ce que tu... Et moi, je fais partie des gens pour qui l'intime est quelque chose de très, très important. Et du coup, le fait de segmenter à chaque fois me donnait l'impression de me protéger. Après, je pense que c'est faux aussi. Je pense que c'est le confort que ça te donne est quelque part illusoire parce que tout cumulé, si jamais il y avait une espèce de biographe complètement zinzin qui soudain arrivait et décidait d'éplucher tout ce que j'ai écrit pour deviner qui je suis, ce que je pense vraiment, bon, je pense que ce serait pas passionnant pour lui et que ça attirerait pas les foules, mais ce que je veux dire, c'est que tout cumulé, c'est forcément moi. Et ça m'intéresse pas. Quand tu t'inventes un personnage, tu te donnes aussi le choix d'être meilleur que ce que t'es. Si tu décides que tu vas avoir un profil qui se revendique ouvertement féministe, progressiste, tu vas faire plus attention à ce que tu partages, tu vas faire plus attention au discours que tu tiens. Et je trouve que c'est à la fois une protection, mais aussi un garde-fou. Est-ce que c'est aussi parce que tu as eu peur du harcèlement ? Ah oui, non mais évidemment.
Ah bien sûr, non mais de toute façon, quand t'es une femme, tu douilles tellement avec ça déjà dans la vraie vie, c'est pour que ça te suive jusque chez toi, jusque dans ton téléphone, mais c'est... moi, on m'a fait chier très très vite, très très tôt, il m'est arrivé des trucs pas cool. Je crois que je me suis même pas posé la question d'être moi-même sur Internet. Je me suis posé la question de qui est-ce que je vais bien pouvoir être. Mais jamais je me suis dit, moi là, avec mon vrai nom, mon vrai patronyme, et c'était quelque chose d'extrêmement libérateur. Si tu veux, il y a cette espèce de plaisir de revenir à zéro et de dire mon CV maintenant c'est ça. En fait c'est ça, quand tu commences à parler de boulot, c'est un CV. Et ce que tu mets dessus, des fois il y a des trucs que tu es obligé de laisser de côté, c'est dommage. Et il y a aussi des trucs que tu vas laisser de côté et tu es bien content. C'est pratique. Le mot est lâché, peur du harcèlement. Et il a envie de se cacher pour être certaine de ne pas être attaquée. On reviendra plus en longueur sur le cyberharcèlement dans l'épisode 5. Les céphalopodes sont vraiment les rois, les empereurs du camouflage. Donc c'est la fonction première de ces changements de couleur rapides ? Alors en fait, c'est la fonction première, c'est-à-dire que ça a probablement été sélectionné au cours de l'évolution du fait de la perte de la coquille. Donc il y a un moment pour échapper aux prédateurs, il y a des mutations qui sont favorisées, en particulier celle d'avoir des cellules particulières qui permettent de se camoufler. Si certains choisissent de s'exprimer sous pseudo sur les réseaux sociaux, c'est aussi pour protéger leurs données. FO0 a commencé à chatter sous pseudo à la fin des années 80 sur le canal IRC, le grand-père des réseaux sociaux. À l'époque, il travaille dans le bâtiment et personne ne sait, ni ses collègues, ni sa famille, qu'il passe des nuits entières à refaire le monde sur Internet. Et puis, progressivement, c'est devenu son travail, aider les populations à se protéger sur les réseaux, et notamment au moment des révolutions arabes, avec le mouvement Télécomics. FO0, pourquoi t'as décidé d'être sous pseudo ? Parce que pour moi, Internet, ça a toujours représenté un espace de liberté, où on pouvait discuter avec plein de gens, dire ce qu'on voulait, et on n'est pas forcé de se rattacher à notre nom, parce que moi j'ai commencé Internet où il n'y avait pas d'image, pas de son. Donc il n'y avait pas besoin d'être représenté par son nom ou par sa photo, etc. Peu importe. Et même féminin ou masculin, on pouvait très bien choisir un pseudonyme féminin. Il n'y avait pas de filtre du coup. On pouvait vraiment dire tout ce qu'on pouvait, tout ce qu'on sentait. On pouvait dépasser les limites aussi. Et on le faisait. Quelle place ton pseudo prenait dans ta vie ? Alors, au début, pas beaucoup. C'était pour rigoler. Et là où ça a pris beaucoup de place, c'est quand j'ai trouvé mon centre d'intérêt. C'est comme au départ. À l'époque, on avait cette chance un petit peu de découvrir Internet, le vrai Internet. Il y avait une technique aussi, il y avait de la technique à découvrir. Et donc, ça me mettait en relation avec des gens qui soit étaient comme moi, qui voulaient, qui étaient curieux, ou d'autres qui étaient déjà assez avancés. Et ces gens-là, je les ai rencontrés avec mon pseudo. Et eux m'ont connu avec ce pseudo-là. Et donc, on reste avec ce pseudo-là. Et ce pseudo-là, il se charge de choses. Et à peu près, on ne peut plus changer de pseudo. Parce qu'il y a aussi un petit côté égo qui se met en place. Et donc, on le revendique. Et du coup, après, c'est pas être piégé avec ce pseudo, parce qu'on en est fier de ce qu'on a fait sous ce pseudo-là. Et du coup, on ne peut plus en changer après. Donc, ça prend de la place, effectivement, oui. Toi qui fais attention depuis tant d'années à la sécurité aussi, à tout ce qu'on donne, nous, sur Internet, quand on est sur ton compte Twitter, par exemple, aujourd'hui, est-ce qu'on apprend des choses de toi ? Oui, de toute façon. C'est très rapide de profiler n'importe quel compte Twitter et de voir quels sont ses sujets préférés. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait savoir de moi ? Je pense où j'habite, quel est mon vrai nom, parce que j'ai fait des conférences. Il y a eu quelques photos de moi qui avaient circulé, à partir de là, voilà. Et donc, pour quelqu'un qui protège ces données, est-ce que c'est pas un peu contradictoire ? Protéger ces données, pour moi, c'est pas technique. C'est un choix de la personne. Donc oui, Facebook, oui, ils sont pas gentils, ces gens-là, les GAFAM. Ok, ils sont pas gentils, ils sont là pour faire du blé, mais c'est marqué dessus, c'est des compagnies privées. Arrêtez. Donc, en fait, je pense que c'est plus aux gens de prendre un peu de recul et de se dire, ok, je vais arrêter de donner un peu de ci, un peu de ça. On peut utiliser toutes les plateformes qu'on a à disposition. Il faut juste être conscient qu'elles vont chercher toujours à avoir plus d'infos sur vous.
FO0 a formé, ces dernières années, plusieurs militants turcs anti-Erdogan. Istanbul, un week-end du mois de mars 2019, un week-end d'élection. Uraz me rejoint dans une cuisine, pas très loin d'où je dors, où nous sommes uniquement dérangés par le bruit de la ventilation. En Turquie, j'étais persuadée que je rencontrerais plein de gens sous pseudo pour des raisons politiques. Mais en fait, pas du tout. Déjà parce que ceux qui le sont ont peur de s'exprimer dans un micro. Ensuite, parce que rares sont ceux qui sont anglophones et encore moins francophones. Et puis aussi, et ça je ne m'y attendais pas, parce que beaucoup ne postent plus rien sur les réseaux sociaux. Même sous pseudo, les militants savent qu'ils peuvent être retrouvés. À Istanbul, ils étaient nombreux à être mobilisés pendant la révolte de Gezi, en 2013, puis en 2015, lors des élections, puis en 2016, lors de la tentative de coup d'État. Mais aujourd'hui, nombreux sont lassés. Uraz est l'un d'eux. Il était prof à l'université, il a perdu son poste après la purge qui a suivi la tentative de coup d'État. Depuis, pour vivre, il écrit des articles et il aide les journalistes étrangers. Pour ce travail, il a pris, sur Twitter, un pseudo à plusieurs reprises. Les premiers biologistes, les premiers zoologistes, les premières personnes qui s'intéressaient aux vivants, ils croyaient que chaque espèce était immuable, que tous les individus étaient identiques et qu'ils ne changeaient pas dans le temps. Après, on s'est rendu compte qu'il y avait des variations dans le temps, dans l'espace et au sein d'un même individu. Je devais prendre des rendez-vous avec des dirigeants de l'AKP ou pro-AKP, des journalistes pro-AKP. Et à ce moment-là, donc c'est vrai que pendant une période où je faisais beaucoup de fixing, j'ai utilisé, pas un pseudo, mais disons j'ai deux prénoms. C'est Uraz Aydin, celui que j'utilise, mais j'ai un autre prénom, c'est Utku. Utku Uraz Aydin, mais j'utilise Uraz Aydin partout. Et là, j'ai changé en Utku Aydin sur Twitter. Je l'ai changé au cas où qu'on me recherchait, qu'on ne trouve pas, qu'on ne me voit pas. Donc pour faciliter, en fait, ou pour ne pas mettre en risque les contacts que j'avais et que je puisse perpétuer et les utiliser voilà, avec différents journalistes qui viendraient ici. J'ai bien fait attention, je veux dire, à cette période. C'est clair que si on savait que j'étais un universitaire limogé pour avoir, selon eux, donc soutenu voilà, la guérilla kurde, etc., les terroristes, entre guillemets, on aurait refusé parce que justement, il y en avait certains où c'était le sujet. La journaliste interviewait donc cette journaliste pro-AKP sur les universitaires limogés et où cette journaliste-là se déchaînait sur ces universitaires qui ne sont que des terroristes et machin, alors que j'étais là, c'était mon cas, tu vois. Donc, comment tu utilises les réseaux sociaux aujourd'hui, en 2019 ? Là, je fais moins de fixing, plus de journalisme. Bon, je suis revenu à mon prénom initial sur les réseaux parce que, bon, premièrement, c'est très difficile d'avoir des contacts avec des gens de l'AKP maintenant. La presse étrangère est généralement vue comme des agents de l'impérialisme européen, etc. Et donc, c'est très difficile donc, de les accéder. Mais je fais pas mal de journalisme donc, pour 2-3 sites étrangers. Donc là, j'utilise, mais j'utilise surtout pour poster ce que j'ai fait, quoi. Après, bon, des choses politiques de temps en temps, mais moins d'un côté, parce que c'est même pas par peur ou quoi que ce soit. Maintenant, je veux dire, au point où on en est, il y a plus... c'est pas pour ça que je fais gaffe, mais c'est... Je vois plus l'intérêt de poster quelque chose de politique. Enfin, ton point de vue politique, tu vois, avant, on s'énervait sur quelque chose, on disait, voilà, ce régime, c'est machin, c'est tel... Voilà, c'est inacceptable et tout. Mais là, on a dépassé tous les paramètres, tous les limites de l'inacceptable. Tu sais que sur Twitter, ce que tu vas poster, personne de l'autre camp ne va le lire, ça va même pas lui accéder. Je veux dire, avec tous les paramètres, je sais pas, les algorithmes, mais je sais pas quoi. Même moi, sur Twitter, je sais même plus. Je vois tous les jours les 2-3 comptes que je connais. Après, tu vois, donc ça va jamais accéder à quelqu'un d'autre. Donc c'est pas la peine de dire que moi je suis énervé parce que voilà, la personne qui va l'entendre, elle est énervée aussi, elle est en colère aussi contre le régime. Ce qui est très important, faut voir, c'est on a un nouveau crime en Turquie, un crime qui était dans la loi mais qui n'était pratiquement pas utilisé. Mais depuis ces 2-3 dernières années, c'est l'insulte au président. Donc presque chaque critique d'Erdogan peut entrer dans cette catégorie d'insulte au président et tu as
je ne sais pas les nombres, mais tu as énormément de personnes qui sont convoquées, qui sont condamnées à cause de ça. Tu en as qui sont en prison à cause de ces insultes au président. Et ça se fait toujours évidemment sur les réseaux sociaux. C'est très difficile et c'est très risqué. Donc, c'est-à-dire que tu peux poster, ça n'aura rien à voir avec toi, aucun problème pendant quelques temps. Mais si tu as un autre problème avec la loi, n'importe quoi, ils vont voir sur tes comptes Twitter, Facebook, et là, s'ils retrouvent quelque chose, là, tu auras en plus, je sais pas, la propagande terroriste, l'insulte au président, je sais pas quoi. C'est là, tu pourras être accusé de ces crimes-là. Évidemment, ça nous semble loin. Mais même chez nous, en France, certains prennent des risques. L'imam apostat, sur Twitter et sur Facebook, reçoit tous les jours ou presque des menaces de mort. Lui qui a grandi en Afghanistan, qui vit en France depuis plusieurs années, se sert des réseaux depuis 2 ans pour donner sa vision de l'islam, religion qui fut la sienne, jusqu'à ce qu'il la renie, qu'il devienne un apostat, un mot très péjoratif dans de nombreux pays de la planète. C'est toute l'histoire de la peur autour des serpents, ça, cette histoire de morsure, hein, au fond, non? Ceux qui ont peur des serpents, ils ont surtout peur de ça. C'est de se faire mordre, en général, non? Je sais pas, je crois qu'ils ont peur tout court. Ah oui, c'est ça, oui. Et ça fait appel à des souvenirs ancestraux, alors? Je sais pas si ça fait appel à des souvenirs ancestraux, c'est une théorie, mais je la partage pas entièrement. J'ai surtout l'impression que ça fait... c'est une conséquence d'une éducation. Une mauvaise éducation, alors. D'accord. Allô? Vous m'entendez? Oui, alors bonjour. Vous qui vous appelez l'imam apostat sur Twitter, vous prenez un risque en témoignant. Pourquoi vous avez créé ce compte? Moi, je me suis dit, vu que j'ai un certain vécu, vu que j'ai quand même quelque chose à dire, et vu que j'habite dans un pays de la démocratie où j'ai le droit de m'exprimer comme je veux, autant en profiter pour dire certaines choses que les gens ne savent pas, en fait. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plusieurs facteurs, en fait. Il y a aussi... Quand je suis arrivé, en fait, en Afghanistan, on n'avait pas un contre-discours, en fait. Tout le monde avait le même discours. Mais en Afghanistan, je ne savais même pas que les athées existaient, en fait. Je n'étais pas au courant parce qu'on n'avait aucun contre-discours. Et donc, pourquoi avoir choisi d'être sous pseudo pour exprimer des opinions religieuses? C'est pour éviter le harcèlement, en fait. En fait, on a un groupe Skype, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai Skype. On a un groupe Skype où on invite les musulmans à débattre et tout. On est plusieurs ex-musulmans dessus. Avant, on s'appelait avec nos prénoms, mais maintenant, on a pris des pseudos carrément, même sur Skype, parce qu'il y en a qui ont essayé de dévoiler notre identité pour nous chercher et tout. Il y a des fois, il y avait des moments où c'était vraiment très sérieux, en fait. Mais au moins, ils ne peuvent pas savoir qui je suis. Ils peuvent harceler, mais c'est dans le vent, en fait. Ils peuvent me harceler. Mais par exemple, ils ne pourraient pas me dire... ah ouais, par exemple, tu habites à Paris, je viendrai, t'inquiète pas quand on se croisera, voilà. Et ça veut dire que le pseudo, ça vous permet de dire des choses que vous diriez pas si c'était avec votre nom et votre prénom? Voilà, parce que j'ai beaucoup d'amis ici et j'ai aussi des amis afghans qui savent pas que je suis apostat, en fait. Et si eux, ils l'apprenaient, la religion, chez nous, c'est pas quelque chose de personnel. La religion, c'est quelque chose de collectif, en fait. Et comme le dit le hadith de Mahomet, celui qui change de religion, tuez-le. C'est quelque chose qui est pris très au sérieux. Dans 13 pays musulmans, l'apostasie est punie de mort, en fait. Franchement, je vous dis, je sais même pas combien de gens seraient prêts actuellement même à me tuer si jamais je donnais mon adresse, en fait. Si jamais j'écrivais mon adresse, je ne sais pas combien vont débarquer chez moi. Je le sais que ça peut arriver. Si, par malheur, un Afghan tombait sur ma photo, il pourrait informer mes amis et il pourrait trouver quelqu'un qui connaît ma famille là-bas et ma famille pourrait être éventuellement au courant aussi. Donc, du coup, ça pourrait me poser d'énormes ennuis, en fait, hein. L'apostasie est vue comme de la traîtrise. Si je retourne en Afghanistan un jour en disant que je ne crois pas en l'islam, je risque la mort, en fait. Et personne autour de vous ne sait que vous avez ce compte? Non. Il n'y a que mes amis apostats qui savent, c'est tout, en fait. À part ça, non, personne. Même ma copine, c'est une Française, je ne l'ai jamais dit, en fait. Mais donc, ça veut dire que, par exemple, vous avez enlevé toutes les notifications sur votre téléphone?
Oui, j'ai tout enlevé, oui. Je ne reçois pas de notification Twitter tant que je n'ai pas cliqué dessus. Vous avez mis un mot de passe aussi pour accéder à votre appli Twitter ou... Non, mais je l'ai caché dans un dossier un petit peu à part, on va dire. Dans un dossier où ils n'auront pas forcément l'idée, en fait, d'aller dessus, quoi. Donc, je l'ai caché un petit peu. Je pense que c'est aussi une sorte de défouloir, en fait, ce compte. Quand j'écris, là, j'écris avec des mots creux, avec ce que je veux dire, en fait. Du coup, là, je ne vais pas passer par 4 chemins. Vous ouvrez mon Twitter, ou Facebook, ou Skype. Vous pourriez tomber sur des messages que vous n'auriez jamais cru que j'aurais été capable de le dire. Parce que ça veut dire que vous cachez une partie de vous-même aux autres. Je pense même cacher une grosse partie de moi-même, en fait. J'ai été voir... En fait, ça m'avait tellement frustré que j'ai dû aller voir des psys et tout, en fait, parce que je n'arrivais pas. C'était dur à supporter, en fait. Il y a des choses qui sont dures à supporter, on ne peut pas. Parce qu'au début, j'étais beaucoup plus virulent que ça, en fait. Hein. Si au début de mon apostasie, il y a 5 ans, si vous deviez voir, en fait, ce que j'écrivais, vous auriez dit, mais attends, ce mec, il n'est pas normal, en fait. Parce que tellement j'étais... Voilà. Mais avec le temps, j'ai compris, en fait. Je me suis remis en question, remis en question. Et au final, je suis arrivé à ce que je suis maintenant. Et la remise en question ne s'est jamais arrêtée. Hein. Et merci à la France, hein. C'est surtout la France qui m'a permis d'être comme je suis, parce que si jamais j'étais en Afghanistan, je pense que je me serais suicidé, en fait. Donc je pense que j'aurais pas été assez forte pour encaisser cette pression, cette frustration. Vous écoutez Double Vie et dans le prochain épisode, le dernier de la série, nous nous intéresserons à l'impact de notre identité numérique sur notre vie quotidienne. Jeu de miroir, parfois dramatique et dévastateur, parfois, rassurez-vous, plus léger, plus doux. @Elodifon, #Soutine. Si vous aimez cette série, relayez-la, envoyez-la à vos amis, qu'ils soient sous pseudo ou non. À suivre, un nouvel épisode de Double Vie, une série d'Élodie Fon et Charlène Nouyoux, mixée par Laurent Thomas et Grégory Chopard. Ce podcast s'inscrit dans l'atelier de l'audiovisuel public. C'est un appel à projet d'Arte France, France Télévisions, France Média Monde, l'INA, Radio France et TV5 Monde.